Bruno, c'est bon? Oui, oui. Ah, merci, parce que donc ce travail que j'ai réalisé également en collaboration avec Blandine Lemercier de l'Institut Agro, et ces travaux font suite à une première initiative qui avait été lancée par l'UNIFA là, sur des travaux sur les pH vers 2010. Donc, bah oui, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc je voulais rappeler rapidement le contexte avec ce programme base de données d'analyse dataire qui fait partie des 4 grands programmes du groupement d'intérêt scientifique Sol, qui vise à inventorier et surveiller les sols en France avec 2 approches, donc qui est de capitaliser des données existantes dont fait partie donc le programme BDAT, on va voir, et également la mise en place de programmes de recherche dédiés pour l'acquisition de nouvelles informations sur les sols à travers l'inventaire et la surveillance de la qualité des sols avec ce programme RMQS bien connu. Et puis un point important, c'est que les données collectées sont capitalisées dans un système d'information national pour pouvoir avoir un format commun des données et donc les réutiliser plus facilement. Donc cette base de données collecte des informations qui sont issues de l'activité agricole. Ce sont les résultats des analyses de terre effectuées à la demande des agriculteurs. Donc on voit bien qu'on aura un échantillonnage qui n'est pas du tout contrôlé, puisque c'est l'agriculteur qui choisit quand et comment faire l'analyse, et pourquoi plutôt. Et puis on a une localisation assez imprécise de l'échantillon, puisque c'est la commune d'origine de la parcelle qui est fournie. Et tout ça tombe dans le cadre de la réforme générale sur la protection des données. Mais malgré cela, on a quand même collecté 25 ans d'archives, de 90 à 2014, et on poursuit actuellement avec des données qui sont assez riches, plus de 40 déterminations sur la physico-chimie, la chimie et la texture. Actuellement, c'est plus de 35 millions de valeurs qui sont issues de 2 600 000 échantillons répartis sur la France. Et un exemple, c'est 2 556 000 déterminations de pH qui sont disponibles dans cette base. Et les résultats synthétiques sont disponibles sur le site bdat.gisol.fr sous forme de cartes notamment, si vous voulez avoir des infos. Alors l'approche générale du diagnostic qu'on a mis en œuvre consiste déjà à se concentrer sur les sols non calcaires, et ce qui représente à peu près 1 378 000 valeurs entre 96 et 2014, parce que 96, c'est une année un peu de changement entre les méthodes pH, de mesure du pH en France. Pour l'analyse temporelle, donc on a discrétiser le temps en 3 périodes, P1, P2, P3, donc de 96 à 2001, de 2002 à 2007, 2008 à 2014. Donc on va regrouper ces analyses selon ces périodes, et on va regrouper au niveau spatial également selon un découpage de petites régions agricoles qui est un rassemblement de communes. Donc on a comme ça des lots d'analyses qui sont regroupés par temps et par espace, et sur ces lots, on va pouvoir comparer simplement à l'aide de tests robustes, c'est le test de Wilcoxon. On va comparer si les médianes sont différentes, et on va cartographier ces résultats. Donc diapo suivante, vous avez le résultat typique de ce test. Donc c'est une carte qui va ici comparer des lots d'analyse par petites régions agricoles entre 96-2001 et 2008-2014. Non, s'il vous plaît, merci. Avec une couleur qui va correspondre. Donc si c'est blanc, c'est qu'on n'a pas de données, pas assez. Si c'est gris, c'est que le test statistique n'a pas permis de conclure. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Et après, on a des couleurs rouge, orange pour des diminutions observées, ou vert, bleu pour des augmentations observées, avec une petite différence entre le plus qui veut dire que l'augmentation observée est supérieure à 5% du pH à la première période. Donc à peu près 0,5 unités. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est que la carte de France est essentiellement grise ou verte, c'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde à l'augmentation des pH entre ces 2 périodes, et beaucoup de zones où on sait pas vraiment, on peut pas conclure avec la méthode qu'on a utilisée. Donc surtout, on voit bien toute la façade ouest qui ressort, et en surface, ça représente donc 22%. Oui, on peut aller sur la diapo suivante. En surface agricole utile, ça représenterait 22% des surfaces agricoles utiles où il y aurait eu une augmentation significative des pH
en France de l'ordre de 0,3, 0,4, on verra, unité de pH. Et puis 70%, on peut pas conclure. Et une toute petite surface qui serait concernée par des diminutions. Donc on peut regarder sur la diapo suivante ce qui se passe. Comme on a vu, on a fait 3 périodes. Donc on peut regarder ce qui se passe entre P1 et P2, et P2 et P3. Donc P1 et P2 à gauche, P1, P2 et P3 à droite, où on remarque un constat. On peut faire le même constat, hein, avec des augmentations. Donc soit on ne voit pas grand-chose, soit on voit des augmentations. Donc toujours cette conclusion générale sur une tendance lourde à l'augmentation des pH. Qui serait, enfin après on n'a pas de, c'est un peu dur d'expliquer. On a des hypothèses sur les changements climatiques, on a des hypothèses sur les évolutions de la fertilisation avec le fractionnement des apports qui permettent d'avoir moins d'azote au même moment et donc moins d'acidification. Alors sinon sur ces résultats sont quand même on peut avoir 2 points de discussion. Diapo suivante s'il vous plaît. Qui sont donc l'effet du nombre d'observations, qui est un point important dans la mise en œuvre de ces tests. Donc vous avez ce graphique qui met en regard, donc en X par petite région agricole, le nombre d'observations disponibles, entre 0, vous voyez, et 10 000, et puis les différences observées. Donc je vous avais dit des différences de l'ordre de 0,25 en moyenne. Donc la couleur, chaque point représente une petite région agricole et la couleur représente si oui ou non on a eu une augmentation. Donc en gris quand il n'y en a pas, et en rouge si il y a une augmentation, et en vert s'il y a une diminution. Donc on voit que ces points que la répartition dans cet espace est très structurée, vu qu'on va montrer des augmentations uniquement si elle est très forte ou si on a beaucoup de données, mais quand on n'a pas beaucoup de données, on ne peut pas conclure. Donc ça, c'est un point important à retenir. Et puis, le deuxièmement, c'est que cette discrétisation dans le temps, donc on a choisi 3 périodes, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe à des résolutions plus fines. Et là, on va en augmentant la période, on augmente le nombre de comparaisons et ça devient difficile de trouver de synthétiser les résultats. Donc pour ça, c'est pour ça que je vous propose 3 diapositives ensuite, diapo suivante, qui rassemblent des résultats qui sont plus exploratoires, hein, qui sont des travaux en cours dans le cadre d'une thèse, qui permettent de prendre en compte ces 2 aspects soulevés précédemment. Donc, ces nouvelles méthodes consistent à mettre déjà, donc une première étape, à calibrer un modèle un peu plus complexe, un modèle bayésien hiérarchique qui tienne en compte des aspects spatio-temporels. Et ensuite, dans une deuxième étape, c'est de récupérer les sorties de ce modèle pour prédire en tout point de l'espace et du temps le pH et voir aller diagnostiquer les évolutions qu'on peut ressortir de ces sorties du modèle. Donc l'étape 1, c'est un modèle qui est très flexible parce qu'on va prendre en compte quelque chose qui est intéressant dans le pH, c'est le mois de prélèvement, qui est une variable qui est importante. On va en discuter, je pense, dans la journée ou avant. On va voir que ça a un effet pas négligeable sur la teneur en pH sur le pH observé, pardon. On va pouvoir travailler sur donc la prise en compte de corrélations spatio-temporelles et on va travailler à la commune. Et l'étape 2, donc, on va faire des synthèses au niveau du canton. On reverra ça après. Donc, en effet, voici un des résultats de cette étape 1. Donc, c'est l'effet du mois de prélèvement qui est calculé par le modèle à partir des 1 600 000 analyses de résultats de pH. Donc, on voit qu'on a une différence fournie par le modèle, hein, qui est calculée, qui est de plus de 0,2 points de pH observés entre janvier et juin. Ça, c'est sans a priori, c'est le modèle qui sort ça des observations. Et cet écart est très significatif. Donc, grâce à ce modèle, on va mettre de côté cette évolution et regarder la tendance résiduelle spatiale, qui est synthétisée donc en une diapo à la diapo suivante. Voilà, donc sous 2 formes. Donc sous la forme d'évolution moyenne par groupe de zones géographiques qui partageraient des mêmes évolutions temporelles. Donc si on suit la courbe bleu foncé, on voit donc cette courbe bleu foncé par exemple, c'est un groupe de cantons en fait qui partagerait une même évolution temporelle avec une moyenne, comme la courbe bleue est indiquée à gauche, et sa répartition spatiale est marquée à droite.
ce qu'on voit, c'est une évolution qu'on peut calculer entre 91 et 2014, et on peut comme ça aussi remonter avant les changements de méthode, puisque le modèle ne va pas être dépendant de ces changements de méthode. Donc je l'ai placé grâce à cette barre noire en 95. Donc ce qu'on voit, c'est que ces évolutions sont très non linéaires, hein, et qu'il est difficile d'appréhender cette non-linéarité autrement que par ces méthodes, à l'opposé de la première méthode que je vous ai présentée, hein, qui faisait des comparaisons 2 à 2. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande variabilité et que par contre, on aurait une homogénéisation en fin de période, avec une augmentation qui se commencerait plutôt à partir de 2005. Donc l'intérêt de ces résultats, c'est qu'ils sont très synthétiques et on voit tout de suite les typologies d'évolution et comment ils se répartissent dans l'espace. Mais ça reste quand même des résultats à consolider, à valider et à voir si c'est utile pour la profession. Voilà, donc je voulais conclure. Je sais pas, j'ai pas réussi à démarrer mon chronomètre, donc je sais pas combien de temps il me reste exactement. Mais en conclusion, malgré, enfin, la BDAT est un outil précieux pour le suivi des sols agricoles. On voit qu'on peut sortir des résultats assez général sur l'évolution des propriétés des sols et des sols agricoles. Donc là, c'est le pH, mais on a montré des choses sur le phosphore, sur le potassium, sur le carbone. On met en évidence une tendance lourde à la hausse des pH dans les sols non calcaires en France. Il reste encore des travaux à faire pour faire évoluer pour expliquer ces évolutions et à rapprocher ça d'essais plus locaux au champ pour essayer de trouver les processus qui dirigent ces évolutions lourdes mises en évidence dans les données. Un des points qu'on a montré, c'est qu'il fallait des données pour mettre en évidence ces évolutions. Donc pour ça, il faut collecter encore ces données et ne pas les laisser perdre, ne pas les perdre si les systèmes d'information, par exemple, disparaissent au sein des laboratoires avec les changements de logiciels. Donc collecter ces données pour les capitaliser dans un système d'information national. Donc pour ça, on demande la collaboration de tous les acteurs du monde agricole. Et puis, je voulais juste rappeler quand même que ça, c'est une étude générale, mais que l'analyse de terre par zone homogène au niveau parcellaire reste la seule méthode qui peut être utilisée pour un raisonnement d'apport ou d'éléments nutritifs. Et enfin, que ces résultats sont disponibles dans un article dans Soyuz Management. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, donc, pour cette intervention. Donc, plein de questions qui ont jailli là, donc, qui